Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les techniques d'optimisation de la fertilité au féminin. Vous aurez ensuite prochainement une vidéo sur la fertilité masculine, mais honneur aux dames, alors on commence tout de suite. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, c'est très important pour le référencement des vidéos, pour que les vidéos circulent et pour qu'on puisse aider le maximum de monde. Et puis moi, ça me permet de rester motivé pour continuer à vous proposer toujours autant de contenu. Alors parler de fertilité aujourd'hui en 2024, c'est presque un sujet de santé publique. En 2017, on était à 1,90 enfants par femme. En 2023, 1,68. Et là, en 2024, les chiffres vont bientôt sortir et j'ai peur vraiment de ce qu'on va nous annoncer. Alors bien sûr, la baisse de la natalité, elle est en lien avec beaucoup de paramètres socio-économiques. Mais il y a également un vrai problème de fertilité. Les couples qui veulent avoir des enfants n'y arrivent plus aussi facilement qu'avant. Sans parler du fait que l'âge du premier enfant va arriver de plus en plus tard dans la vie d'une femme et que plus les années avancent chez les femmes, plus la fertilité décroît et notamment après 35 ans. Alors bien sûr, la baisse de la natalité, elle est multifactorielle et elle n'est pas à mettre uniquement sur le dos des femmes, car il y a autant de causes masculines que de causes féminines. Et je vais commencer par vous lister les causes principales d'infertilité chez la femme, ou du moins les causes principales connues, et on abordera ensuite les autres paramètres d'infertilité chez la femme, qui eux sont un peu moins connus et rarement diagnostiqués. Alors la première problématique d'infertilité chez la femme, c'est l'anovulation, c'est-à-dire le fait de ne pas ovuler. L'ovulation, c'est ce qui va permettre la fécondation. Et donc sans ovulation, malheureusement, rien n'est possible. Et pour ovuler, une femme doit avoir un bon équilibre hormonal et cet équilibre hormonal va être notamment guidé par les œstrogènes. Donc une carence en œstrogènes, comme on peut l'observer dans par exemple les insuffisances ovariennes précoces, c'est-à-dire qui vont arriver avant l'âge de 40 ans où les femmes ne sécrètent pas suffisamment d'œstrogènes, le syndrome des ovaires polykystiques, où là, il y a un déséquilibre entre les hormones féminines et les hormones mâles qui empêchent l'ovulation de se faire correctement, ou encore l'hyper- ou l'hypothyroïdie qui vont perturber complètement le cycle menstruel. Là, je vous présente les causes principales de l'anovulation, mais on va le voir après, il y a des causes un peu moins connues qui peuvent perturber l'ovulation et surtout la qualité des ovocytes des femmes. Autre cause connue, on a les causes mécaniques, comme par exemple les anomalies des trompes, suite à une salpingite par exemple, ou une grossesse extra-utérine, ou bien des séquelles de chirurgie par exemple lors des péritonites. Et enfin, il y a les causes de la cavité utérine qui vont empêcher la nidation de se faire correctement, par exemple l'endométriose, l'adénomiose, les polypes ou encore les fibromes. Alors toutes ces causes sont liées à plusieurs paramètres, plusieurs facteurs qui vont influencer les pathologies, les déséquilibres que je vous ai cités juste avant. Le principal, bien évidemment, c'est l'âge. Plus une femme avance dans l'âge, plus la qualité de son ovulation va diminuer et plus les cycles vont s'allonger. Moins il y aura d'ovulation fréquente et bien sûr jusqu'à l'arrêt à la ménopause. Alors la fertilité d'une femme va baisser principalement à partir de 35 ans et va s'accélérer à partir de l'âge de 38-40 ans. Et bien sûr, toutes les femmes ne sont pas égales à ce niveau-là. Pour certaines, la baisse de la fertilité pourra avoir lieu bien plus tard et pour d'autres, ce sera bien plus tôt malheureusement. Et notamment si des facteurs environnementaux affectent la qualité de l'ovulation par exemple. Le deuxième facteur important, c'est l'obésité ou au contraire la maigreur, l'anorexie. On a également les conduites addictives, tabac, alcool, drogue. Également le surentraînement sportif qui peut se traduire par un stress énorme pour l'organisme qui peut perturber la capacité d'ovuler correctement ou bien la qualité de l'ovulation car le corps va être obligé de fournir toute l'énergie, toutes les hormones à disposition pour l'effort sportif et non pas pour la régulation du cycle et donc la fertilité. Alors maintenant, on va aborder les autres causes d'infertilité un peu moins connues ou du moins pas suffisamment mises en évidence. Et la première, c'est la carence, le déficit modéré en œstrogène qui va empêcher l'ovulation d'avoir lieu correctement au bon moment du cycle. Et cette carence en œstrogène est bien plus fréquente qu'on ne peut l'imaginer. Alors petit focus sur le cycle menstruel, une femme pour ovuler a besoin de stimuler la croissance du follicule. Le follicule, c'est le petit sac dans lequel est contenu l'ovule. Ce follicule va maturer, va grossir progressivement sur la première partie du cycle sous l'influence de la FSH, Follicular Stimulating Hormone. La FSH va aussi stimuler la production d'œstrogènes et à un certain niveau, les œstrogènes vont stimuler la production de LH qui va faire un pic, qui va déclencher l'ovulation qui aura lieu normalement à peu près sur le 14e, 15e jour du cycle chez une femme qui a une ovulation normale. Alors oui, je sais, on peut être en très bonne santé à avoir un cycle parfait en ayant des ovulations un petit peu plus tardives ou un peu plus précoces, mais là je parle de normes dans le sens standardisation, normalisation, moyenne si vous préférez. Donc une femme a besoin de suffisamment d'œstrogènes et de suffisamment de FSH qui va venir stimuler les ovaires à produire
les œstrogènes sur la première moitié du cycle, et sur la deuxième moitié du cycle, les femmes, à partir de l'ovulation, vont commencer à sécréter une hormone qui s'appelle la progestérone. Cette hormone va être indispensable pour l'implantation de l'embryon sur la muqueuse utérine. Et donc ça nous amène à une autre cause d'infertilité peu souvent mise en évidence, c'est la carence en progestérone. Cette hormone, je viens de vous le dire, elle est sécrétée uniquement à partir de l'ovulation. Sous-entendu, il faut qu'il y ait une ovulation pour sécréter de la progestérone. Et c'est le follicule qui va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune, qui va se mettre à sécréter cette progestérone. Or, si la maturation du follicule n'a pas été suffisamment importante, si le follicule n'a pas atteint une certaine taille, eh bien il va sécréter peu de progestérone. Et cette progestérone qui est sécrétée par le corps jaune peut, chez certaines femmes, être gaspillée pour d'autres raisons que la nidation. Et il y a beaucoup de paramètres qui peuvent induire une carence, une diminution de la progestérone non désirée sur cette phase lutéale, c'est-à-dire la phase qui suit l'ovulation jusqu'à la veille des règles. Le stress, par exemple, le stress psychologique, mais aussi le stress biologique, qui peut se traduire par une inflammation ou bien par du sport à haute intensité, le surentraînement dont on a parlé déjà, va induire une surproduction de cortisol. Cette hormone, le cortisol, est fabriquée à partir de la progestérone. Donc le corps va venir sacrifier en quelque sorte sa progestérone pour aller fabriquer du cortisol pour répondre aux besoins de l'organisme. Vous avez également les carences nutritionnelles qui peuvent être à l'origine d'une déficience en progestérone, mais je garde ça pour la partie suivante. Alors on résume, une femme a besoin d'avoir un taux suffisamment élevé d'œstrogène sur la première moitié de cycle pour déclencher l'ovulation, et seulement si elle a réussi à sécréter suffisamment d'œstrogène, elle sera en mesure de fabriquer suffisamment de progestérone. Et donc il faut s'intéresser à ce qui peut bloquer la production d'œstrogène chez une femme à un âge non physiologique. Car bien évidemment, c'est normal qu'à partir d'un certain âge, les femmes voient leur taux d'œstrogène chuter. Alors on en a parlé en introduction, le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, est une des grandes causes de carence en œstrogène, et dans cette pathologie, on a tout un déséquilibre entre les hormones FSH et LH, les androgènes, c'est-à-dire les hormones mâles, et la production d'œstrogène qui ne va pas être suffisante pour assurer l'ovulation. On a également l'hypothyroïdie, et je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, car on peut être en hypothyroïdie avec une TSH dans les normes et passer à côté d'un bon diagnostic d'hypothyroïdie pendant des années, voire toute sa vie. Pour information, on dit que la thyroïde, c'est le 3e ovaire, tellement elle est importante pour l'ovulation. Autre cause qui peut amener une chute des œstrogènes de manière chronique, la prise de pilules contraceptives, les contraceptifs oraux qui vont complètement inhiber la production d'œstrogènes pendant la prise. Et d'ailleurs, dans certaines études, on a une atrophie jusqu'à 50% de la taille des ovaires pendant que les femmes prennent les contraceptifs. Le problème, c'est qu'à l'arrêt de la contraception, eh bien, si les femmes l'ont prise pendant très longtemps, le corps peut avoir énormément de mal à se remettre sur pied en quelque sorte et l'ovulation peut être difficile. Le corps peut avoir du mal à reproduire correctement suffisamment d'œstrogène s'il a été complètement mis sous tutelle pendant des années. Alors on va aborder d'autres causes un peu méconnues de l'infertilité chez la femme, mais retenez une chose, c'est que les œstrogènes et la progestérone sont à la base de la fertilité chez une femme et ces deux hormones peuvent être impactées par tout un tas de paramètres. Et le paramètre suivant, c'est l'inflammation. L'inflammation, c'est tout un tas de réactions du système immunitaire qui visent normalement à se défendre, sauf que lorsque cette inflammation devient chronique, eh bien, cela va engendrer tout un tas de dégâts dans l'organisme, et notamment au niveau de différents organes et au niveau des ovaires. Inflammation, stress oxydatif, c'est deux choses qui sont très liées, que je ne vais pas détailler trop longtemps dans cette vidéo, sinon elle va durer 5 heures. Mais retenez que le stress oxydatif, c'est le vieillissement de vos cellules, l'inflammation, c'est la réaction immunitaire, et tout ça va créer un contexte défavorable pour que l'ovulation se fasse correctement. Ou bien cette inflammation peut perturber la qualité de la muqueuse utérine, par exemple. Ou enfin, sursolliciter la progestérone qui va venir se transformer en cortisol, le cortisol qui est une hormone anti-inflammatoire. Et les sources d'inflammation sont très nombreuses. Je vais vous citer les principales. Le microbiote intestinal et la santé de votre muqueuse intestinale sont indispensables pour garder un niveau inflammatoire faible. Car oui, on veut que le système immunitaire soit silencieux lorsqu'on n'est pas en train d'affronter un problème. Et lorsque le système immunitaire réagit continuellement, même à bas bruit, cela pose problème. Votre microbiote, la santé de vos intestins sont influencés par tout un tas de paramètres, évidemment d'abord par ce que vous mangez, ou ce que vous ne mangez pas suffisamment, mais également par les médicaments que vous pouvez prendre, par le stress que vous pouvez avoir, par votre capacité à digérer correctement.
Prenons un exemple, chez les personnes qui ont un métabolisme énergétique ralenti, la digestion se fait lentement. Il peut y avoir de la constipation, une insuffisance au niveau de l'estomac, ce qui se traduit par un déséquilibre au niveau de la flore bactérienne qui peut avoir à long terme une incidence sur ce qu'on appelle la porosité de l'intestin, l'hyperperméabilité intestinale. Et cette hyperperméabilité intestinale va laisser passer tout un tas de toxiques qui vont venir dans la circulation sanguine générer de l'inflammation. Autre paramètre qui peut générer de l'inflammation, le surpoids, l'obésité. Les cellules graisseuses ne sont pas des cellules inertes, elles vont fabriquer des métabolites pro-inflammatoires. La résistance à l'insuline qui est étroitement liée au surpoids, la résistance à l'insuline qui va se traduire par un excès d'insuline, et cette hormone, l'insuline, va générer tout un tas de cascades inflammatoires directes ou indirectes. Et d'ailleurs, la résistance à l'insuline est étroitement liée au SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, qui est une des principales causes d'infertilité chez la femme. Par l'inflammation que l'insuline va générer, mais également par le déséquilibre hormonal qu'elle va provoquer chez la femme, car l'insuline en excès va venir stimuler les hormones mâles, et les hormones mâles vont venir inhiber la production optimale d'œstrogènes chez la femme. Vous avez également comme cause inflammatoire les infections froides, des virus qui peuvent se réactiver lorsque le système immunitaire est dépassé, sursollicité ou lorsqu'il ne réagit pas correctement. Également l'hygiène alimentaire avec tout un tas de carences qui peuvent favoriser un terrain inflammatoire comme la carence en vitamine D, la carence en zinc, la carence en oméga 3, EPA, DHA, etc. Et donc ça m'amène à parler des carences nutritionnelles qui vont avoir un impact à plein de niveaux. On vient de le voir par exemple sur la possible inflammation que les carences vont générer, mais également car certains micronutriments sont antioxydants, donc vont permettre de protéger l'organisme du stress oxydatif. Parlons du zinc par exemple, qui est indispensable pour pouvoir réguler l'immunité. Il va agir également sur la division cellulaire, sur la santé thyroïdienne, sur la sensibilité à l'insuline et globalement qui va interagir dans plus de 300 réactions chimiques. Mais on a également d'autres micronutriments qui sont indispensables pour des réactions chimiques qui permettent de synthétiser les œstrogènes et ou la progestérone. Et c'est notamment le cas du fer. Et énormément de femmes sont carencées en fer, ce qui peut leur provoquer déjà des symptômes comme la fatigue, la perte de cheveux, mais qui peut avoir un impact considérable sur l'ovulation. On a la carence en iode. L'iode est fondamental pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, comme on l'a vu, vont influencer significativement l'ovulation chez la femme. On a plusieurs nutriments antioxydants qui sont incontournables comme le coenzyme Q10, le sélénium, la vitamine C, la vitamine E vont protéger les cellules du stress oxydatif, de l'inflammation et donc du vieillissement prématuré des ovaires, des follicules, des ovocytes. Vous avez bien évidemment la vitamine D qui va avoir tout un tas d'effets indispensables pour la fertilité. Elle va favoriser l'implantation de l'embryon, elle va favoriser l'ovulation, elle va protéger les cellules de l'inflammation et elle va activer tout un tas de gènes qui vont réguler l'immunité. Vous avez également les vitamines du groupe B et principalement la vitamine B9, B12, B6, B2 qui sont fondamentales pour une réaction chimique qui s'appelle la méthylation. Et cette réaction chimique, la méthylation, est indispensable pour la régulation des œstrogènes et donc indirectement pour l'ovulation. Il y a d'autres micronutriments qui sont un peu plus accessoires sur lesquels je ne vais pas insister aujourd'hui, mais sachez qu'il peut être extrêmement pertinent de réaliser une biologie complète micronutritionnelle pour pouvoir mettre en évidence toutes les carences que vous pouvez avoir pour mener à bien votre grossesse. Parlons maintenant des glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est un peu les batteries de l'organisme. Elles vont sécréter plusieurs hormones, dont le cortisol, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, mais également d'autres hormones, et une qui est importante pour la fertilité chez la femme, mais également chez l'homme, c'est la DHEA, pour déhydroépiandrostérone. Cette hormone se mesure très facilement en mesurant le sulfate de DHEA, et l'optimisation de son taux peut avoir un effet significativement positif pour la santé hormonale chez la femme. Allez, c'est le moment de passer à vos questions. Vous m'avez posé tout un tas de questions sur Instagram sur le sujet quand j'ai ouvert la boîte à questions et je vais sélectionner les principales pour y répondre et pour pouvoir enrichir cette vidéo. Alors, première question, à quel moment doser la progestérone et les œstrogènes? Alors, c'est une très bonne question et souvent, on vous fait doser ces marqueurs en début de cycle, généralement le 2e, le 3e ou le 4e jour du cycle. Le problème, c'est qu'en faisant doser les œstrogènes et la progestérone en tout début de cycle, eh bien, on n'a aucune information sur l'ovulation. On ne sait pas si l'ovulation a eu lieu ou si elle va avoir lieu. Et surtout, si vous avez bien écouté la vidéo, la progestérone n'est pas sécrétée en début de cycle. Elle est sécrétée
après l'ovulation par le follicule qui se transforme en corps jaune, en corps lutéal, pour sécréter de la progestérone. Donc aucun intérêt de doser les œstrogènes et la progestérone en début de cycle, il faut les doser ensemble 7 jours après l'ovulation pour être au milieu de la phase lutéale, c'est-à-dire la deuxième moitié du cycle, là où le taux de progestérone atteindra son pic. Alors deuxième question, si la DHEA est basse mais tout le reste est OK, est-ce que cela peut perturber l'ovulation? Alors non, si la DHEA est basse mais que tout le reste est OK, ça ne perturbera pas l'ovulation. La DHEA, c'est le précurseur de la testostérone qui lui-même est le précurseur des œstrogènes chez la femme. Mais la DHEA est sécrétée au niveau des glandes surrénales principalement et va influencer légèrement, mais tout de même quand même, les hormones féminines. Mais la santé féminine se trouvera surtout dans la santé ovarienne et donc une femme peut avoir une fonction surrénalienne plutôt moyenne, voire basse, sans pour autant avoir une problématique de fertilité. Mais dans un souci d'optimisation, il faudra s'intéresser à la DHEA. Le taux d'AMH et le nombre de follicules sont-ils un bon indicateur pour la fertilité? Alors, oui et non. L'AMH, c'est en quelque sorte votre réserve ovarienne, mais le problème, c'est que ça ne vous permet pas de savoir si vous tomberez enceinte ou pas, car cette réserve ovarienne, eh bien, elle dépend uniquement du nombre d'ovocytes qui vous restent, mais en aucun cas de la qualité de ces ovocytes. Il vous faut simplement un ovocyte pour pouvoir féconder et tomber enceinte. Donc, vous avez surtout besoin de vous intéresser à la qualité de vos ovocytes. Et il y a un autre paramètre qui fait qu'on peut avoir une AMH basse sans pour autant avoir une réserve ovarienne faible si les follicules que vous avez mesurés via cette AMH sont en quelque sorte en dormance. Lorsqu'on améliore la qualité des ovocytes, on les rebooste en quelque sorte de manière très schématique et on peut avoir une augmentation de cette AMH. Donc non, le taux d'AMH n'est pas un bon marqueur de fertilité. Comment baisser la progestérone pour allonger la durée des cycles, s'il vous plaît? La progestérone, lorsqu'elle est haute, au contraire, le cycle va être suffisamment long, la bonne durée. C'est-à-dire que la progestérone va permettre de maintenir un cycle environ à 28-30 jours. C'est lorsque la progestérone n'est pas suffisamment élevée que le cycle est trop court. Donc, cette personne souhaite donc allonger la durée de ses cycles. Et bien, pour allonger la durée de ses cycles, elle doit au contraire chercher à remonter son niveau de progestérone. Et pour remonter son niveau de progestérone, premièrement, il faut que l'ovulation se soit faite correctement pour que le follicule soit suffisamment gros pour pouvoir fabriquer suffisamment de progestérone. Et deuxièmement, il faut que cette progestérone ne soit pas utilisée à d'autres endroits dans l'organisme, notamment pour fabriquer du cortisol. Mais un autre paramètre dont je n'ai pas parlé, c'est que la progestérone peut être bloquée au niveau de son récepteur cellulaire, notamment par le cortisol qui va empêcher la progestérone d'agir correctement dans l'organisme chez la femme. Quel est le taux optimal d'œstrogène et de progestérone pour un projet bébé contexte SOPK? Alors, si on parle de la mesure des œstrogènes et de la progestérone sur le milieu de la phase lutéale, 7 jours après l'ovulation, eh bien, on va chercher à obtenir un niveau d'œstrogène qui va se situer entre 150 et 200 picogrammes par millilitre et un taux de progestérone qui va se situer idéalement au minimum à 15-20 nanogrammes par millilitre. Et ensuite, petit détail très important, le taux d'œstrogène et le taux de progestérone mesuré doit être suffisamment biodisponible. Alors, petit concept nouveau pour certaines personnes, la biodisponibilité d'une hormone, c'est sa capacité à atteindre ses récepteurs. Quand vous mesurez les œstrogènes ou la progestérone dans le sang, vous avez la valeur totale qui est en circulation dans le sang, une moyenne, donc par exemple en nanogrammes par millilitre pour la progestérone, et cette moyenne, eh bien, ce n'est pas la quantité totale de progestérone que vos cellules vont bénéficier, dont vos cellules vont bénéficier. Pour pouvoir calculer la proportion libre des hormones qui sera capable d'atteindre ces récepteurs, eh bien vous devez mesurer les principales protéines de transport et faire un ratio pour avoir la quantité d'hormones libres. Pour les œstrogènes, on va mesurer la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, ça veut dire protéines de transport des œstrogènes, protéines de liaison des hormones sexuelles, donc œstrogènes et testostérone. Et pour la progestérone, on va mesurer la transcortine, qui est une protéine qui a une affinité avec la progestérone et la même affinité d'ailleurs avec le cortisol. On peut avoir une résistance à l'insuline sans SOPK et avoir un problème de fertilité? Oui, tout à fait. La résistance à l'insuline va provoquer, comme je vous l'expliquais, tout un tas de désagréments inflammatoires qui vont perturber la qualité des ovocytes, la qualité de l'ovulation, la qualité des ovaires plus globalement. L'insuline peut également favoriser la sécrétion excessive des androgènes, les hormones mâles, qui vont empêcher la maturation correcte du follicule sans pour autant qu'on soit diagnostiqué estampillé SOPK.
Et enfin, l'insulinorésistance est très souvent corrélée, associée à l'obésité, au surpoids, qui vont être également des paramètres inflammatoires qui vont déséquilibrer la qualité de l'ovulation, par exemple, via tout un tas de mécanismes, et notamment l'inflammation. Projet bébé et fibrome et endo, comment mettre toutes les chances de son côté? Donc endométriose. Endométriose et fibrome. Alors on l'a vu au début de cette vidéo, l'endométriose, les fibromes font partie des causes mécaniques qui vont empêcher l'implantation correcte de l'embryon. Alors ces causes mécaniques, bien évidemment, dans certains cas, il faut passer par la chirurgie. Mais d'un point de vue plus général, plus biologique, eh bien, ça va être le travail à faire sur l'inflammation qui va être un des grands déclencheurs de la prolifération cellulaire qui va favoriser l'endométriose et également les fibromes. Et le deuxième axe, c'est la balance œstrogène-progestérone. Corriger une dominance en œstrogène ou bien corriger une carence en progestérone, donc dominance en œstrogène, carence en progestérone, ça peut être la même chose. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici sur la dominance en œstrogène où je détaille tout ça et je vous donne les solutions. Alors, comment faire les dosages au bon moment si le cycle est irrégulier, si on a un SOPK? Alors, si on a un SOPK, si on a un cycle irrégulier, on a un cycle généralement qui est très très long avec des anovulations. Eh bien, s'il y a de l'anovulation, pas de souci pour mesurer la progestérone, elle ne sera pas sécrétée, donc pas d'intérêt de la mesurer, à moins qu'on arrive à repérer son ovulation. Mais quoi qu'il arrive, si l'ovulation est tardive, la quantité de progestérone qui sera sécrétée sur le cycle sera relativement faible par rapport à la quantité totale d'œstrogène qui sera fabriquée. Imaginez que votre cycle dure 40 jours et que vous ovulez à J30, donc au 30e jour, eh bien vous n'avez que 10 jours de progestérone contre 40 jours d'œstrogène. Et ça favorise des déséquilibres, donc la dominance en œstrogène qui peut mener à long terme à l'endométriose. Donc on va dans ce cas-là oublier la progestérone. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la corriger, mais on ne va pas la mesurer et on va surtout s'intéresser à la LH, la FSH et les œstrogènes qu'on va pouvoir mesurer dans ce cas-là plutôt au milieu de la phase folliculaire, donc peut-être à J7 si on considère qu'une femme est censée ovuler à J14. Alors que faire pour un projet bébé à plus de 40 ans? Eh bien, pour un projet bébé à plus de 40 ans, il faut s'intéresser à tout ce qui peut booster le métabolisme, tout ce qui peut mettre l'ovulation dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire la fonction thyroïdienne, faire en sorte d'avoir le minimum d'inflammation, corriger toutes ces carences micronutritionnelles et chercher à atteindre les valeurs les plus optimales pour chaque micronutriment, gérer son stress, s'allouer beaucoup de temps pour la récupération, pratiquer une activité physique modérée, dormir suffisamment, booster avec parfois de l'hormonothérapie, les hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles, pour pouvoir faire en sorte d'atteindre les valeurs vraiment les plus hautes possibles pour mettre toutes les chances de son côté. Comment faire baisser une FSH trop élevée? Alors ça, c'est une très bonne question qui peut dépendre d'énormément de paramètres, mais j'aimerais vous donner un élément très important qui peut très bien fonctionner pour améliorer la communication entre la FSH et les ovaires, c'est le myo-inositol qui est très connu pour ça. Donc la supplémentation en myo-inositol, à partir de 1000 à 2000 mg par jour, on peut obtenir des résultats assez significatifs, peut avoir un effet vraiment optimal pour améliorer la communication entre la FSH et les œstrogènes et donc améliorer l'ovulation. Mais attention, il y a plein d'autres paramètres qui peuvent inhiber la communication entre le cerveau et les ovaires et un des principaux, c'est le vieillissement physiologique des ovaires ou bien la prise de contraceptif oral. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Concept un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais faire d'autres vidéos avec le même protocole en quelque sorte. D'abord une petite introduction, un petit exposé sur la problématique et ensuite des réponses à vos questions. Les questions que vous me posez dans les boîtes à questions sur Instagram et ensuite j'y réponds à travers ces vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions. Je vais pouvoir y répondre pour pouvoir enrichir cette vidéo et n'hésitez pas à la partager et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas.